notamment depuis l'internalisation. Donc comment est-ce que ce SLIM, il s'articule à tout l'écosystème, de notre territoire? Et puis quatrièmement, apporter des pistes de travail en matière de repérage, de stratégie, d'accompagnement et d'évaluation. Donc je laisse la parole à Joséphine pour nous parler de la Non, le méthode. son. Oui, merci Aude. Peut-être pour revenir très rapidement sur les objectifs que tu présentais à l'instant, comme c'est intéressant de partager aussi la manière dont on a pensé cette évaluation, ça me semble important de rappeler que en réalité, c'était une demande de la part du service lui-même que de s'interroger sur les effets du dispositif. J'avais pas une commande, disons, institutionnelle de la part des élus ou de la direction générale, c'est vraiment plutôt une demande qui est venue du service, ce qui du coup est pas neutre derrière la construction des questions évaluatives ou en tout cas de la problématique, si on pouvait le formuler ainsi. Et donc, en fait, toutes ces questions-là que Aude vous a présentées, c'est des questions qu'on a travaillées avec le service. Donc, en fait, on a fait des temps de travail euh, que j'ai appelé en fait des temps de cadrage, où il était vraiment question de se dire mais qu'est-ce qu'on va aller mesurer et pourquoi. Et c'est important, avant de se lancer dans une évaluation, de savoir dans quel cap on se met en ordre de marche. Est-ce que c'est pour évaluer, pour arrêter éventuellement? Est-ce que c'est évaluer pour modéliser? Est-ce que c'est évalué pour voilà, reproduire et multiplier le service par l'offre par deux? Donc voilà, il y avait tout un tas quand même de préalables avant effectivement la définition de cette méthode qui finalement est arrivée presque 4 mois après le lancement et le dialogue avec le service pour vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut aller mesurer et auprès de qui. Et donc la méthodologie, effectivement, elle s'articule donc assez classiquement hein, quand je suis interpellée et qu'il est question de mener une étude ou une évaluation, une méthodologie qui est articulée entre deux types de données. Des données d'une part qui vont être plutôt quantitatives. Donc en fait là c'était vraiment c'est pas toujours le cas quand on mène une évaluation ou une étude au sein d'un service, c'est pas toujours le cas qu'on a de la donnée consolidée. Parfois je me retrouve avec auprès de services des dispositifs où il y a absolument aucune collecte de données ou alors quelques données sur éventuellement le nombre de bénéficiaires, mais très peu de choses sur le profil. Là en l'occurrence la chance qu'on avait c'est que dans le cadre en fait de la labellisation de cette intervention SLIM. Donc, il y avait un certain nombre de données qui étaient collectées et donc qui m'ont permis, moi, de me dire, ah, bah, ça pourrait être intéressant, par exemple, de croiser les données des bénéficiaires avec les données qu'on connaît de la statistique publique grenobloise, donc, pour essayer de mesurer dans quelle mesure tel ou tel type de profil de bénéficiaire est surreprésenté ou sous-représenté par rapport à nos ménages grenoblois. C'était aussi intéressant, et là, c'était des données assez fines hein, qu'on avait, et c'était une chance aussi pour moi de mettre un petit peu le nez là-dedans, d'exploiter les données qui concernaient le motif de recours au SLIM. Les autres types de données, c'était là tout l'intérêt de mener une démarche sur du long terme, c'était des données plus qualitatives. Donc là, avec l'idée de pouvoir rencontrer des ménages donc avec un certain nombre de critères qu'on avait également définis avec le service. Est-ce que c'était l'idée de rencontrer des ménages plutôt locataires, plutôt propriétaires, qui avaient été orientés par qui? Pourquoi. Donc voilà, on a fait tout un travail de méthodologie dans lequel je ne vais pas rentrer forcément là tout de suite dans les détails, mais si vous avez des questions, on pourra en reparler, de toute une grille finalement de critères qu'on s'était fixés pour effectivement rencontrer au moins une quinzaine de ménages. Une quinzaine de ménages, c'est beaucoup en entretien semi-directif. C'est des entretiens qui vont durer 1 heure à 2 heures, qui se sont plutôt réalisés à domicile et qui ont été enregistrés donc avec accord des personnes, donc derrière anonymisé, etc. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de comprendre et de répondre à un ensemble de questionnements qui ont été donc présentés sur la slide précédente.
L'idée, c'était aussi de rencontrer les partenaires, puisque vous avez vu dans nos questions évaluatives sur la slide précédente, il y avait aussi toute une question sur finalement comment le SLIM interagit et travaille en partenariat à une échelle locale. Qu'est-ce que ce dispositif aussi permet en matière d'orientation, d'accompagnement au sein même d'un écosystème grenoblois à la fois social et technique, tant dans l'accompagnement social des ménages que dans les solutions techniques qui pouvaient leur être proposées. Donc voilà, on a rencontré également une quinzaine de partenaires. On aurait pu partir sur une méthodologie un peu à la croisée des deux, qui est plutôt, par exemple, ce qu'on appelle une méthodologie par questionnaire, où on aurait pu partir sur finalement un questionnaire auprès de l'ensemble des ménages bénéficiaires d'une visite à domicile, essayer de collecter une information. Donc là, on serait plutôt rentré dans de la statistique, voilà, mais avec des informations plutôt qualitatives sur la manière dont s'était passée la visite, etc. Mais vu les enjeux et ce qu'on voulait aller chercher derrière ces données-là, il nous a semblé en fait beaucoup plus pertinent de rentrer en dialogue avec les ménages et de recueillir leurs témoignages sur la manière dont ils avaient vécu cette visite à domicile, dont ils s'étaient saisis du dispositif en amont, et qu'est-ce que cela avait fait. Comment ça leur avait pu permettre d'avancer sur un certain nombre de choses en matière d'accès aux droits, etc. Donc, c'est une méthodologie qui, voilà, nécessite un certain nombre de moyens, de disponibilité. Donc, c'est des entretiens que j'ai menés moi-même avec l'aide d'une étudiante en sociologie également. Et donc, c'est un terrain d'enquête, disons, qui a duré quasiment 6 mois, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, 4 mois de cadrage, 6 mois d'enquête, et puis en fait, à la suite de ça, l'analyse. Moi, je parle vraiment comme d'une recherche-action qui aura vraiment été menée sur une année scolaire. Donc là, ça va être un exercice un petit peu frustrant parce que les résultats figurent en fait dans un rapport qu'on a rédigé et qu'on a partagé aux partenaires réseau. Aude, tu pourras compléter à ce propos, mais je crois qu'il a été rendu public quelque part, non? C'est pas dans le cadre du réseau Claire ou je ne sais plus comment il a été diffusé finalement. Oui, on l'avait transmis à l'ONPE et puis, à vérifier pour, la mise en ligne sur le site du Clerc, mais Oui, il me semble. on verra ça avec Audrey. Ça Ouais, fait partie des retours d'expérience qu'on a mis à disposition des Ouais, territoires. c'est ok. ça. OK. Bon, en tout cas, là, je vais essayer de vous en faire une synthèse. Une synthèse. Donc, je vais passer un petit peu vite, mais c'est juste pour vous présenter un peu les grands enseignements. Peut-être pour répondre à la question qui vient d'être posée sur la sélection des ménages. Alors, pour moi, il y a deux questions en fait derrière cette question. Sélection, c'était d'une part se dire quels critères on se dote. Donc, en fait, on a réalisé une sélection par niveau de revenu des ménages, qui voulait dire qu'en réalité, les ménages n'avaient pas été accompagnés de la même manière, d'une part par Ulysse Énergie et d'autres, donc qui était le prestataire, et d'autre part par le pôle inclusion financière, donc CCS, selon si c'était des ménages très bas revenus ou bas revenus. Donc déjà, on avait cette typologie-là, et puis on avait une autre typologie qui était plutôt liée au statut d'occupation. Et puis ensuite, sur l'orientation des ménages, là, c'est un travail qui a été fait de repérage de la part des professionnels qui disaient, bah voilà, moi, je pense que cette dame-là, elle rentre dans ce critère-là et je pense qu'elle serait intéressée pour témoigner, je peux lui en parler. Voilà, donc la CESF, par exemple, pouvait en discuter avec la dame en question. Et ensuite, moi, j'ai appelé la personne et je lui disais, voilà, je me représente, est-ce que vous seriez intéressé pour témoigner? Et on fixait un rendez-vous plutôt à domicile. Voilà. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien dans ce sens-là, je trouve, pour la pratiquer dans un certain nombre d'autres enquêtes auprès de personnes en difficulté sociale. Donc, sur les résultats, effectivement, il y avait un ressenti de la part du pôle inclusion financière qu'effectivement, le dispositif touchait peu les ménages jeunes, à l'inverse des ménages plus âgés. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comparer les données des bénéficiaires du dispositif avec les données de la statistique publique de notre sociologie des ménages grenoblois.
Et effectivement, on a pu vérifier à quel point on avait un enjeu pour le pôle inclusion financière à pouvoir toucher ces jeunes qui étaient largement sous-représentés si l'on compare effectivement à la sociologie grenobloise. On a fait le même exercice selon le type d'occupation du logement, où là, le ressenti du pôle inclusion financière, c'était de dire on n'arrive pas à toucher les propriétaires ou très peu. Alors effectivement, on peut le vérifier, on est sur une sous-représentation des propriétaires bénéficiaires du SLIM par rapport aux ménages grenoblois. Néanmoins, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on était dans une nette surreprésentation des locataires du parc social par rapport à nos ménages grenoblois. Et donc là, ça nous a déjà un petit peu interpellé sur le parcours finalement des ménages jusqu'au SLIM. Et donc, ça répondait à une toute première question finalement, qui recourt au SLIM, qui n'y recourt pas et pourquoi? Qu'est-ce qui se joue derrière le parcours en amont finalement d'une visite à domicile? Et donc, c'est la slide suivante, Aude, qui présente finalement les différents facteurs de recours ou de non-recours au SLIM. Moi, ce qui m'interrogeait, et c'est quelque chose que j'ai pu étudier à la fois grâce aux données du SLIM, donc ça, c'est le graphique que vous avez à droite de l'écran, qui finalement expose la répartition, enfin les différents motifs de recours au SLIM exprimés par les ménages reçus. Donc, par exemple, pour 100 ménages reçus par le SLIM en 2022, près de 70%, donc 69%, ont déclaré qu'ils avaient des factures importantes. Et c'était ça qui avait généré finalement le recours au dispositif. Donc à la question pourquoi vous avez recours au SLIM, finalement c'était cette raison-là qui apparaissait comme étant la plus importante. La deuxième, c'est plutôt la deuxième raison, c'est plutôt une raison liée à la perception et à l'inconfort lié au logement. Donc le fait d'avoir eu froid en hiver, c'est un motif qui en tout cas être évoqué par les bénéficiaires. Et effectivement, donc le choix en été qui est un peu moindre, mais qui est quand même fait partie effectivement du top 4 des raisons évoquées par les ménages. Et le fait d'avoir des équipements défectueux, équipements tant la porte qui laisse passer un grand courant d'air, de la fenêtre au chauffage qui fonctionne mal, la fuite, etc. Donc ça, c'est les motifs, disons, exprimés par les ménages. Mais moi, ce qui m'intéressait, et quand je rencontrais les ménages, je leur posais à chaque fois la même question. Je leur disais, mais finalement, le terme de précarité énergétique, est-ce que ça vous parle? Et donc, vous avez à l'écran, là, à gauche, des extraits d'entretien qui sont tout à fait éloquents hein, sur la manière dont les ménages finalement repèrent ou non ce champ de la précarité énergétique et si eux-mêmes en fait se sentent appartenir ou se sentent concernés par cette précarité-là. Et effectivement, on en parlait de plus en plus à cette époque de précarité énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle encore davantage. C'est un mot qui est de plus en plus employé, utilisé. Mais je trouvais ça tout à fait intéressant de se rendre compte qu'en réalité, on est quand même largement dans un jargon travail social et que c'est pas tout à fait quelque chose qui est connu, partagé, identifié par l'ensemble des ménages qui pourraient en être victimes. La slide suivante, c'est un exercice que j'ai fait à partir de recherches qui ont eu lieu notamment à l'Université de Grenoble. On a la chance d'avoir un laboratoire de recherche qui travaille sur les typologies du non-recours au droit. Et c'est les typologies que vous avez sur la gauche, donc non-recours par non-concernement, je pense que c'est par méconnaissance, par le ménage de ces droits et dispositifs, non-demande, non-proposition et non-réception des aides demandées. Et en fait, donc, ce laboratoire grenoblois qui s'appelle l'Odenor a pu typologiser effectivement ces différents facteurs de non-recours. Et en fait, moi, je les ai trouvés particulièrement pertinents pour nous, nos ménages rencontrés dans le cadre du SLIM, parce que finalement, en miroir de la manière dont ils ont pu effectivement se saisir du dispositif, j'ai pu essayer de comprendre les facteurs de recours et donc de non-recours potentiels au SLIM. Donc en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était non seulement de savoir dans quelle mesure le ménage pouvait se sentir concerné ou non par la question de la précarité énergétique, de savoir s'il pouvait peut-être se sentir concerné par cette problématique, mais ne pas savoir qu'il avait le droit à telle aide ou tel dispositif. De savoir qu'il pouvait avoir le droit à telle aide ou dispositif, mais qu'il ne souhaitait pas
en bénéficier par peur de stigmatisation ou même par mauvaise image ou expérience des institutions de manière générale ou de la question de l'aide et de l'accompagnement social de manière générale. Donc effectivement, tout ce qui est lié au champ lexical de l'administration, du droit, lié aux lenteurs administratives, aux erreurs, à la multiplicité des interlocuteurs, avoir le sentiment de raconter toujours la même histoire, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup revenues. Et puis là, c'est plutôt quand je m'orientais du côté des partenaires, partenaires qui peuvent être prescripteurs hein, des ménages vers le slim, où je me suis rendu compte qu'effectivement, quand bien même le ménage pouvait être en lien avec un certain nombre d'acteurs sociaux, juridiques, voire techniques, ces acteurs-là connaissaient pas toujours effectivement le slim ou en tout cas les aides derrière auxquelles le ménage pouvait avoir le droit. Et puis enfin, parfois, on demande une aide, on demande un droit, et puis on ne l'obtient pas parce qu'il y a eu une erreur, parce qu'il y a un blocage. Et en fait, tous ces éléments-là étaient donc travaillés dans le cadre de l'accompagnement renforcé par le pôle inclusion financière et qui, pour moi, est un autre facteur explicatif à un moment donné du non-recours. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu étudier. Moi, en tout cas, aussi, ce qui m'a interpellée, c'était la manière dont, depuis le travail, effectivement, ces dernières années de lutte contre la précarité énergétique à l'échelle du pôle inclusion financière, et d'autant plus depuis, effectivement, son internalisation, donc la prise en charge finalement pleine et entière du dispositif au sein du pôle inclusion financière, donc par le CCAS. Ce qui était intéressant, c'était comment finalement l'ensemble des acteurs montaient en compétence sur la manière de repérer les ménages victimes de précarité énergétique. On l'a vu, ces ménages-là ne vont pas forcément se reconnaître en tant que tels. Donc toute la question, c'est de savoir à partir du moment où un ménage a recours à un interlocuteur social, juridique ou technique sur une problématique liée à son logement notamment, ou une difficulté liée au paiement des factures, finalement, comment le partenaire lui-même va se saisir de cet échange-là pour se dire, ah, là, on est peut-être dans une situation de précarité énergétique. Et donc, il y a eu tout un travail de fait entre le pôle inclusion financière et ses partenaires pour travailler à des signaux faibles ou des critères communs qui visaient à dire, potentiellement, ce ménage-là est en situation de précarité énergétique, vous pouvez nous l'orienter et nous, on va retravailler, effectivement, on va redialoguer avec le ménage pour savoir si, effectivement, on a matière à intervenir. Donc, notamment liés, et Aude pourra en parler, mais notamment liés, effectivement, critères liés à la difficulté au paiement des factures ou à l'inconfort lié au logement, qui étaient les deux principaux critères. Et donc, vous avez effectivement le témoignage encore d'acteurs qui se sentent, en tout cas au moment de l'enquête, se sentaient encore en difficulté avec cette notion-là. C'est vrai que la notion de précarité énergétique, ça peut être un petit peu fourre-tout avec des approches assez systémiques, sociales, techniques. Et donc, il y a un vrai travail d'acculturation et de montée en compétence à l'échelle du territoire qui a été fait et qui continue à être fait en ce sens-là. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, et c'est rare, c'est pour ça que par rapport à d'autres dispositifs ou d'autres champs d'intervention sur lesquels on travaille au CCAS, finalement, j'ai eu le retour aussi et le témoignage d'acteurs, notamment travailleurs sociaux, écrivains publics dans des maisons des habitants, donc qui sont nos centres sociaux à la ville de Grenoble, des témoignages qui visaient à dire finalement, la précarité énergétique, c'est facile, on sait vers qui se tourner. On sait que c'est le pôle inclusion financière. Quand on parle précarité alimentaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intangible, parce que finalement, on se dit, ah, mais c'est plusieurs interlocuteurs, il y a peut-être des aides sociales facultatives à enclencher, aides alimentaires du côté du CCS, mais en même temps, il y a peut-être un accès au droit vers des épiceries alimentaires. Et puis, plus largement, il y a peut-être un sujet d'accompagnement social global vers le département. Donc, en fait, c'est des problématiques qui vont être diffuses dans leur accès au droit. Et en fait, là, le pôle inclusion financière tient cette casquette de lutte contre la précarité énergétique. Et donc, c'est plus facile aussi pour les différents interlocuteurs du champ de pouvoir se tourner et orienter les ménages qui seraient concernés. Alors ensuite, la vraie question qu'on se posait, et je crois que c'est assez fondamental dans le cadre d'une évaluation, c'était de se dire finalement, on va essayer de tenter de mesurer les effets de l'intervention du SLIM dans la lutte contre la précarité énergétique. J'insiste souvent là-dessus quand on se lance dans une évaluation, on ne peut pas répondre de manière aussi binaire que est-ce que le dispositif est-ce qu'on est sur un succès ou un échec du dispositif, par exemple, ou est-ce qu'on est sur une satisfaction, une insatisfaction du dispositif. Ici, on est dans de
l'évaluation des politiques publiques et une recherche d'impact social du dispositif sur les ménages en matière, ça peut être d'accès aux droits, d'émancipation, etc. Donc en fait, c'était difficile pour nous finalement de répondre à la question dans quelle mesure le SLIM permet à des ménages de sortir de précarité énergétique. Parce qu'on sait que le lien de causalité n'est pas si immédiat entre les deux finalement. On sait qu'il y a tout un tas de freins extérieurs à la sortie de précarité énergétique qui est extérieur à l'intervention du SLIM, et vous en avez ici quelques-uns. Les freins à la rénovation lourde du logement, à la solution du déménagement, des solutions qui sont longues à mettre en œuvre, enfin, voilà, qui se mettent en œuvre sur du long terme. Parfois, effectivement, des acteurs qui ont du mal à se mobiliser par ailleurs derrière sur la mise en place d'aides ou dispositifs, le contexte d'inflation qui faisait que par ailleurs la facture des ménages était en train d'augmenter pendant cette période-là, et effectivement on est toujours dans une période d'inflation même si celle-ci a ralenti ces derniers mois. Et puis le choix des ménages de solutions qui pouvaient être proposées. Donc, en fait, finalement, la question de la sortie de précarité énergétique, elle est difficile à mesurer. On a fait un travail un petit peu de facilitation graphique via les entretiens qu'on a réalisés auprès des ménages, mais aussi le témoignage des professionnels du SLIM. On leur a demandé de nous faire le récit de situations qui étaient pour elles intéressantes à raconter en matière de sortie de précarité énergétique ou de non-sortie de précarité énergétique, quand bien même le ménage avait bénéficié du SLIM. En fait, ce qu'on voulait démontrer par là, c'était de se dire que c'est sur du temps long et surtout multifactoriel. Il y a tout un tas de choses qui pouvaient se mettre en place indépendamment de cette sortie de précarité énergétique, notamment en matière d'accès aux droits, qui était super intéressante à montrer et à démontrer. En fait, le SLIM est un vecteur d'accès aux droits, mais pour autant, le ménage peut toujours se trouver en situation de précarité énergétique au sens où ses factures restent importantes et où les travaux n'ont pas été faits, par exemple. Et c'est toute la question du pendant cette sortie-là, enfin avant cette sortie-là, qu'est-ce qui se joue pour le ménage? Et il fallait raconter cette complexité-là finalement. Et finalement, la question aussi qui m'a été posée souvent, c'est de dire oui, mais dans quelle mesure on peut aussi mesurer la baisse du coût en matière d'énergie pour les ménages. Et ce qu'on disait souvent, c'est que finalement, c'est un élu qui nous avait notamment posé cette question-là, et ce qu'on répondait, c'était que les ménages sont déjà en privation. Donc, finalement, on ne peut pas mesurer par le seul indicateur de finalement baisse de la consommation des ménages, ou en tout cas baisse du coût de la facture des ménages. Finalement, peut-être qu'on sera sur une facture qui sera la même, mais avec un confort qui sera supérieur et avec des droits ouverts qui permettront de justement payer cette facture-là. Donc, vous voyez, finalement, ce n'était pas aussi binaire que ça, cette évaluation de l'impact du SLIM dans une sortie de précarité énergétique. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéressait de démontrer, c'était à la fois les effets directs pour le ménage, et ça, c'est les ménages qui nous l'ont raconté. On leur demandait, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui s'est joué pour vous derrière cette visite à domicile, derrière cet accompagnement depuis plusieurs mois? Est-ce que vous pourriez nous raconter concrètement qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et il y a des effets à la fois directs qui sont tout à fait intéressants à noter et qui sont notamment permis par cette visite à domicile, et qui sont aussi permis par la manière dont cette visite à domicile se déroule. En fait, très concrètement, les ménages, ils nous racontent, voilà, pour la première fois, en fait, j'avais une solution concrète à mon problème, en fait, qui m'a permis d'améliorer mon confort thermique, ma consommation d'énergie. Donc là, c'était très concrètement, par exemple, le matériel qui était donné à l'occasion de ces visites à domicile, ou la délivrance de conseils sur les pratiques pour agir sur la consommation d'énergie. Et là, je pense que les témoignages que vous avez à l'écran nous l'illustrent particulièrement. Et ça, c'est pas rien, en fait, pour une personne de finalement, dans sa difficulté, recevoir concrètement une aide et une prise en compte, en fait, de sa difficulté. Et ce qui m'amène finalement à un autre bloc d'effets que j'ai trouvé vraiment intéressant sur les effets finalement symboliques derrière cette visite à domicile et ce rôle dans le parcours de lutte contre la précarité énergétique. En fait, le ménage, peut-être souvent pour la première fois, il a l'impression d'être enfin pris en compte et pris au sérieux aussi dans sa problématique. Ménage qui, en fait, pendant un an, n'a plus fait de courrier à son bailleur compte tenu des difficultés qu'il pouvait rencontrer.
Donc voilà, c'est les différents effets symboliques que vous avez ici. Donc c'est des ménages en fait qui nous l'ont cité, hein. Je n'ai que fait reformuler finalement leur témoignage, mais avoir le sentiment enfin d'être enfin pris en compte et d'avoir une charge mentale partagée sur leurs problématiques. La visite à domicile, c'est beaucoup pour les ménages et ils le racontent aussi sur voilà, la difficulté et la peur qu'il pouvait y avoir en amont de effectivement ouvrir la porte. Et puis en fait, le gage de confiance que ça a été pour eux derrière, d'avoir le sentiment en fait de donner à voir la problématique. Et puis ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été partagé par les professionnels du pôle inclusion financière, de dire, mais même nous, c'est plus concret pour nous derrière pour parler de la problématique du ménage et de le témoigner auprès du bailleur. En fait, notre discours est d'autant plus, a d'autant plus de poids, en fait, parce qu'on peut s'appuyer sur des choses qu'on a vues nous-mêmes et qu'on a objectivées, du coup. Les effets aussi qui étaient intéressants à démontrer, finalement, c'est ces effets en matière d'accès aux droits au dispositif. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Concrètement, en fait, au-delà d'une sortie ou pas de précarité énergétique, le ménage, en fait, grâce à cette visite à domicile et puis grâce à l'accompagnement renforcé ensuite qui a lieu, va finalement pouvoir accéder à un certain nombre de droits. Très concrètement, on est dans de l'ouverture de droits, mais de l'ouverture de droits qui va être liée à proprement parler à la précarité énergétique, mais qui va être lié plus largement aussi à des aides, voire même pour la première fois, en fait, un recours au CCAS, à l'institution, au service public, pour tout un tas d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à la précarité énergétique, mais qui sont, par exemple, sur d'autres aides liées à des problématiques de santé, liées à des démarches administratives. Et en fait, là, on est bien sur de l'effet indirect qui était aussi intéressant de montrer. Le parcours le plus classique que j'ai eu à finalement rencontrer dans ces témoignages-là, c'est la personne qui a été identifiée par notre fournisseur d'énergie. Donc, à Grenoble, c'est pas EDF, c'est le GEG, donc en fait, qui est notre fournisseur d'énergie, qui va repérer effectivement un certain nombre de ménages dont les factures sont trop importantes et ou des ménages qui sont en impayés ou voire endettés, qui sont effectivement avec accord orientés vers le pôle inclusion financière. Donc, qui rencontrent le pôle inclusion financière. Il y a un travail qui est fait sur la précarité énergétique en tant que telle, mais derrière le ménage, en fait, pour la première fois, va potentiellement rencontrer en fait plus largement le CCAS et accéder à d'autres droits que stricto sensu liés à la précarité énergétique. Et puis enfin, bien sûr, l'amélioration de l'état du logement grâce à l'accès à des solutions techniques très concrètes ou d'une médiation avec le bailleur. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est des choses qu'on a beaucoup détaillées dans le rapport et qui voilà, sont un effet bien évidemment direct du travail qui est réalisé dans le cadre du SLIM pour les ménages, de renouer le dialogue avec les bailleurs et de trouver des solutions techniques aux problématiques rencontrées par le ménage dans son logement. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus, mais effectivement, c'était toute une question qu'on se posait sur finalement quel était le rôle du SLIM porté par le CCS, donc en matière de lutte coordonnée de la précarité énergétique à Grenoble. Là, il y avait eu des choses tout à fait intéressantes sur la lisibilité, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de la prise en charge par le CCS de cette problématique de précarité énergétique et donc de la montée en expertise vraiment collective sur le territoire, mais pas un certain nombre d'acteurs, que ce soit les acteurs déjà du logement, les bailleurs sociaux, les acteurs juridiques, donc avec effectivement par exemple l'ADIL que j'ai pu rencontrer et qui témoignent en fait de leur manière aussi à eux, alors non pas de monter en expertise sur la connaissance juridique de la problématique, mais en tout cas monter en expertise sur les droits auxquels pouvaient avoir le droit les ménages, appuyés grâce au SLIM. Et c'est vrai que voilà, ce renforcement de l'expertise commune de cette problématique-là, elle était tout à fait intéressante à démontrer. Il y a un vrai rôle et une explication justement à cette montée en compétences et au repérage globalement de la problématique par les différents partenaires. Et enfin, ce qui était assez intéressant, et je crois que du coup, Aude, tu vas pouvoir faire la transition avec effectivement la manière dont le service a pu se saisir de ces conclusions d'évaluation, c'est qu'effectivement, on est bien là dans un dispositif qui est le SLIM, en l'occurrence à Grenoble, qui est intégré au droit commun. Certes, effectivement, on est sur un dispositif qui est financé dans le cadre d'un appel à projet, mais il a gage aussi de pérennisation, ne serait-ce que parce qu'il est intégré au droit commun et notamment
avec ce que vous a présenté Aude tout à l'heure, à savoir l'accompagnement budgétaire. Finalement, il y a une passerelle qui s'est faite assez naturellement entre les bénéficiaires du SLIM et les bénéficiaires qui pouvaient être aussi bénéficiaires d'un accompagnement budgétaire à plus long terme pour régler d'autres problématiques liées à la précarité financière des ménages. Et plus largement, c'est ce que je vous disais, en fait, le ménage va avoir accès à tout un tas d'autres droits portés par le CCS. Et ça, en ça, c'est quelque chose qui a été souligné de la part des acteurs en se disant finalement, on sait que le ménage, derrière un accès au SLIM, il a accès à d'autres choses. Et plus largement, c'est très bénéfique pour l'accès aux droits. Ben, merci beaucoup Joséphine. J'enchaîne sur une conclusion un peu en guise d'ouverture sur ce que ce travail-là, il a mis en mouvement dans notre service. Je vais, peut-être me concentrer sur 2 points saillants, dont on avait envie de partager un peu, enfin sur lesquels on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. C'était la question de la valorisation des témoignages et puis, deuxièmement, la conception, d'une nouvelle offre d'accompagnement renforcé, qui porte plutôt sur le suivi des consommations. Donc au niveau des témoignages, ben, comme vous avez pu voir, il y a eu une collecte, une belle moisson de verbatim dans le travail qu'a fait, Joséphine, sur cette évaluation et dans l'équipe, on voilà, ça nous a marqué en fait, hein, cette parole brute des gens qui a une puissance toute particulière pour donner à voir ce qui se joue pour eux et donc on s'est dit: «Ah, c'est trop dommage de le laisser, uniquement dans un rapport, enfin cette matière-là, il faut qu'on en fasse quelque chose pour, que ça soit plus largement partagé» et puis ça nous a aussi donné envie de continuer à collecter de la parole, donc chose qu'on fait, à un certain niveau, dans le quotidien. Par ailleurs, il y avait aussi, un point très très fort qui est ressorti de l'évaluation autour de la valeur symbolique du petit matériel donné en visite. Je pense qu'on avait conscience déjà dans l'équipe que ça les gens appréciaient ce petit matériel, mais je pense qu'on n'avait pas forcément mesuré, à quel point ce matériel pouvait avoir une valeur d'objet transitionnel en fait, quelque chose d'extrêmement concret, d'immédiat, qui peut finalement, bah, ouvrir un champ des possibles plus large et se dire: «Ah bah, finalement, il y a des choses, auxquelles j'ai peut-être pas pensé et qui peut-être que l'accès au droit, voilà, je vais y aller plus facilement parce que il y a eu, cette intervention très concrète avec, du petit matériel» et donc on s'est dit aussi: «Bah, finalement ces objets-là qu'on donne en visite, est-ce qu'on peut pas aussi les faire parler, d'une certaine manière?» Hem, tout ça dans un contexte, d'inflation où nous, on a des enjeux, et ça nous tient particulièrement à cœur du CCS de favoriser le recours à ce dispositif, d'aller toucher aussi des publics qui sont plus invisibles parce qu'en privation, donc pas forcément avec des grosses factures, mais néanmoins pour lesquels l'accompagnement peut avoir du sens et puis un besoin aussi, dans un contexte de fin de programme, en fin 2025, voilà, de maintenir aussi vif, l'attention, de la société et des pouvoirs publics sur ce sujet et les moyens associés. Et puis on s'est dit: «Ben, voilà, on a envie aussi, de donner à voir, au grand public toutes ces ressources des gens qu'on voit», puisqu'il y en a plein. Même si on a une entrée par la difficulté, en fait, on perçoit, notamment dans les visites, il se joue quelque chose encore un peu différent de ce qui se joue au bureau. On voit bien, voilà, toutes les stratégies, la capacité de débrouille, le cheminement qu'ont les gens, leur humour et cetera. On avait envie de rendre hommage aussi à tout ça et donc tous ces petits ingrédients, font que, bah, là, on est en train de concevoir un petit projet d'exposition, pour l'automne 2024 avec des verbatims, des photos, des belles photos des de gens accompagnés, des quiz pour donner un peu du contexte, sur, le sujet et puis, des objets détournés donc, le boudin de porte se transforme en boudin chemin, le multicrise en la multiprise en multicrise et cetera. Donc on est en train de compiler tout ça, avec notre bande passante et puis on s'autorise aussi là à proposer à des personnes qu'on a accompagnées à venir témoigner dans le cadre d'infos collectives.
Voilà, on n'a pas encore mis en œuvre, mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous et c'est aussi l'évaluation, je pense qui conforte nos intuitions sur l'intérêt de faire ça. Et le deuxième sujet sur lequel on va conclure, c'est, l'émergence d'un nouvel accompagnement renforcé au sein de l'équipe qui est autour du suivi de consommation. Donc pour nous, cette évaluation, elle a vraiment consacré en fait, la valeur de l'accompagnement renforcé. Elle conforte le fait que les gens, ils ont besoin d'être entendus et soutenus sur une certaine durée, que le conseil en one shot, il suffit pas, donc il y a besoin d'être écoutés, qu'on les voit chez eux, qu'on les voit dans le temps, et ça, c'est quelque chose de possible dans un modèle qui soit porté par le travail social et on s'est, voilà, questionné sur finalement, ces accompagnements renforcés, est-ce qu'ils sont exhaustifs? Est-ce qu'on peut les compléter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans nos propositions? Par ailleurs, encore une fois, l'étude, elle montre aussi la puissance, symbolique des objets donc on s'est aussi questionné, est-ce que finalement il y a des objets qu'on n'utilise pas assez, dans les visites et qui pourtant pourraient être des points d'appui intéressants pour rendre tangible l'intangible? Et donc on s'est aussi intéressé aux compteurs, à ce que finalement on les exploite, dans toute leur capacité ou comment on peut aller plus loin éventuellement. Tout ça dans un contexte d'inflation où, on sent qu'il y a, voilà, un besoin d'analyse sur un pas de temps resserré. Donc les personnes nous expriment aussi on sent que, une analyse 1 an après des consommations, ça suffit pas en fait et qu'il faut quelque chose de beaucoup plus resserré pour pouvoir se lancer, par exemple dans tester, des nouvelles stratégies, tâtonner pour, trouver, des nouvelles façons de faire et cetera. Donc voilà, on a eu cœur à se dire: comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes pour être aussi dans une posture d'expérimentation, pour qu'ils aient les billes en fait, pour pouvoir rester experts de leur situation et trouver leur repère, quoi. Et puis par ailleurs, au PIF, on a, une expertise des collègues sur, l'AEB, donc ça c'est historique, l'accompagnement éducatif budgétaire, de son petit nom pour ceux qui connaissent. Donc c'est une méthode un peu patentée au niveau, national, hein et on se dit aussi, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité de s'appuyer sur une pratique déjà existante,